Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour. Bienvenue pour cette dernière émission, je dirais, avant l'été. Même si on est déjà bien avancé, puisque on est au mois de juillet, qu'il fait chaud, que les températures grimpent. On peut regarder tous les témoins et indicateurs de qualité de l'air. On voit qu'il fait très chaud, les indices UV qui sont 9, 10, 11, voire 12 dans le sud-est. Les niveaux d'ozone, qui est un gaz quand même irritant et qui se crée à partir du moment où on a une chaleur au niveau du sol et qui est difficilement, je dirais, maîtrisable, auquel il faut se prémunir. On va retrouver aussi les conseils de éviter pendant les pics de chaleur des activités sportives extérieures qui peuvent être gênantes, contraignantes pour ceux qui ont du mal à respirer, voire même plutôt dramatiques en fonction de l'état de santé de tout un chacun, bien entendu. Une émission pour clore cette période encore faste et tellement intense de tous les invités que j'ai pu avoir depuis le mois de septembre l'année dernière. Encore merci à toutes celles et ceux qui sont venus sur l'émission. Je ne les remercierai jamais assez d'amener leur éclairage, leur savoir, leurs réflexions, leurs idées pour faire que cette qualité de l'air, on la prenne vraiment en compte et qu'on ne la balaye pas quelquefois d'un revers de la main ou de dire bon, je la vois pas, j'y pense pas. Il faut surtout pas rester dans cette optique-là. Il faut vraiment pousser le sujet, le garder, le tenir et travailler chaque jour à l'améliorer, chacun à notre niveau. Et sur ce point-là, et j'ai toujours le grand plaisir de recevoir sur l'émission Tony Renucci. Bonjour Tony, comment ça va? Bonjour, très bien. Est-ce qu'on respire bien? Est-ce que la bataille pour une meilleure qualité de l'air est difficile? C'est une bataille difficile parce que c'est une bataille continue. On respire mieux qu'avant. Je ne vais pas dire le contraire. Bravo, situation, déjà sur un certain point. La situation s'améliore, tant mieux. Mais elle reste mauvaise. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Alors pour le faire comprendre, je rappelle, Tony, un habitué de l'émission, il est le directeur général de l'association Respire. On le retrouve sur tout un tas ou de médias ou d'articles. Il faut savoir qu'il est extrêmement actif. Moi, je tire mon chapeau à Tony, à Respire, parce que ils œuvrent sur des domaines où recevoir quelques coups est pas anodin et assez fréquent, parce qu'on veut faire avancer les choses et on voit qu'à un moment donné on prend 2 pas de recul parce que il y a quelquefois des lobbies, quelquefois des personnes qui sont pas du tout d'accord sur le sujet. Je pense rapidement comme ça, on a le certificat plutôt le contrôle des véhicules de 2 roues. Là aussi, c'est une bataille qui a bien avancé, mais il ne faut rien lâcher jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle sorte. Il y a également les ZFE, les zones à faible émission, que tout le monde ne comprend pas, tout le monde comprend trop et dit non, ça va pas le faire, ou comprend pas assez et dire c'est encore un truc qui va nous servir à rien ou qui va nous contraindre autre chose. Mais il y a beaucoup plus que cela derrière tout ça. Il y avait mon invité Henri Buzicazo qui disait justement, lui il est dans l'immobilier pur, il disait il y a des contraintes certes, mais il faut pas les considérer comme ou une fatalité ou des éléments qui sont là pour nous bloquer absolument. C'est pas le cas, c'est pour faire avancer au contraire. Donc sur ce plan, on va démarrer peut-être par cette qualité de l'air extérieur qu'on va essayer d'améliorer, et cette bataille pour le contrôle technique des 2 roues. Il est autant sonore que qualité de l'air. Refaites-nous une petite histoire dessus, Tony. Oui, ça a été une longue saga judiciaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrôle technique des 2 roues, initialement, ça vient d'une directive européenne de 2014. Que la France devait respecter, qu'elle s'était engagée à respecter, et qui a d'ailleurs initialement été appliquée avec un premier décret en 2019, qui était sorti en août 2021, et sur lequel Emmanuel Macron avait reculé en personne face à la contestation des représentants de motards, la FFMC pour ne pas citer que, mais enfin c'est quand même le principal acteur. Alors même que le contrôle technique vise, je le rappelle, à améliorer déjà la qualité de l'air, également à lutter contre la pollution sonore et aussi à lutter contre l'accidentalité qui sont liées aux 2 roues, et notamment aux 2 roues qui sont trafiquées, c'est-à-dire dont les performances sont modifiées
On ne parle pas de vétusteté du deux roues, on parle vraiment de trafiquer le deux roues, parce qu'on sait que généralement, altération des moteurs, etc. Les propriétaires de deux roues et ceux sont plutôt des passionnés qui font, dans la grande majorité, très attention à leur véhicule. Et tant il y a mieux une s'ils frange, le font. Et tant mieux s'ils le font. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, que la vétusté peut aussi être concernée, mais il y a aussi des deux roues en circulation qui ne sont plus aux normes, et il faut une mesure de contrainte pour retirer ces véhicules. Et donc, puisque le gouvernement a reculé, eh bien, Respire et d'autres associations, notamment Râle le Scout et Paris sans voiture, ont donc attaqué le gouvernement auprès du Conseil d'État. Il y a eu plusieurs allers-retours, et donc on a réattaqué au mois de mai, et on a finalement obtenu gain de cause complètement. Et donc le gouvernement a jusqu'au 1er août pour mettre en place les décrets d'application de la mesure. À savoir que donc le décret et l'arrêté d'application du contrôle technique des deux roues sont actuellement en consultation publique. Vous pouvez les retrouver sur le site internet des consultations publiques du gouvernement pour une application qui a été annoncée par le ministre Clément Beaune à partir de début 2024. Donc a priori au 1er janvier 2024, qui va se faire progressivement et qui va s'échelonner jusqu'à 2027 en fonction de l'âge du véhicule. Et là, tous les deux roues sont concernés. Tous les deux roues. Du 50 cm3 à la grosse cylindrée. Tous. Donc là, on va retrouver notamment qu'est-ce qui va être contrôlé. On va s'assurer que le véhicule est complètement conforme je dirais, à son état au moment de la vente de sa mise sur le marché initial. Oui, les modifications, pots d'échappement et autres, ne vont pas pouvoir être possibles. Tout ça, et puis contrôle d'émission aussi. Alors, ça va être un contrôle un peu allégé au départ, plutôt visuel, et qui, je pense, avec les années, va se durcir. Là, c'est premier contrôle au bout de 5 ans après l'achat, et ensuite tous les 3 ans, alors que les voitures, c'est 4 et 2 ans, mais ça va s'aligner. C'était une façon aussi de faire un geste, je pense, envers les représentants des motards pour qu'ils soient peut-être moins mécontents. Il y a une acceptabilité à avoir aussi, il faut emmener tout le monde. Peut-être, et ce sera surtout moins de 50 €. Moins de 50 €, voilà, parce que ceux qui ont des véhicules de roues aussi, c'est que pour beaucoup ne peuvent pas se payer aussi un véhicule à 4, parce que le niveau d'entretien, le coût initial est assez, somme toute, important. Vous le disiez, il va y avoir une progressivité. Ne faut pas le prendre comme une contrainte. C'est une chance d'avoir aussi des véhicules qui vont tenir plus longtemps dans le temps. Et puis en faisant attention à tout le monde. Tout à l'heure dans la rue, en venant ici dans les studios, j'étais avec une personne et deux roues sont passées qui faisaient beaucoup de bruit. Et tout le monde s'est retourné dessus. On lisait l'agacement sur le visage de tout le monde. Mais ce sont des scènes un peu habituelles, y compris dans les grandes villes et pas que d'ailleurs, partout. Et ce bruit notamment décuplé lorsqu'on altère les pièces du moteur. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on y mette fin. Alors certains disent qu'ils continueront à le faire, mais ils sont dans l'illégalité. Et après, ce sera de leur responsabilité. Et puis au niveau du contrôle également, on l'a vu pour les véhicules, il y avait quelques points, puis d'un seul coup, il y en a eu plus. Et on progresse, on va plus loin. De même au niveau de la prise en compte de la qualité de l'air, on a eu les seuils de l'OMS. Et puis en 2020, les seuils de l'OMS en septembre, pouf, ils ont diminué. La qualité de l'air s'améliore, on a baissé les seuils, donc on les dépasse peut-être aussi plus facilement, mais au global, on agit mieux. Alors oui, je voudrais quand même clarifier sur ce point, parce qu'en plus Christophe Béchu s'est exprimé sur le sujet, et il y a une vraie confusion par rapport à ça. Aujourd'hui, les seuils de référence au niveau réglementaire sont effectivement les seuils européens, la directive de 2008, et c'est vrai qu'on a une majorité des métropoles françaises qui aujourd'hui respectent ces seuils. Parce que, et c'est une réalité, la qualité de l'air s'améliore, c'est-à-dire que les concentrations baissent année après année. Mais attention, c'est pas parce qu'on respecte ces seuils que la qualité de l'air est bonne. Elle reste mauvaise. Et pourquoi est-ce qu'elle reste mauvaise? Parce qu'on reste très au-dessus des recommandations de l'OMS qui, comme vous le rappelez, ont été abaissées en 2021. Donc elles sont encore plus drastiques que les niveaux auxquels elles étaient avant. Divisé par 2 quasiment. Oui, et on sait en plus aussi que les seuils européens, donc qui sont très au-dessus des recommandations de l'OMS, sont actuellement en cours de révision par la Commission européenne. Donc, il y a toute une discussion en ce moment, parce qu'ils ne sont plus adaptés. Donc attention à ce discours de dire la qualité de l'air s'améliore parce qu'on respecte les seuils, donc tout va bien. Non, la qualité de l'air s'améliore, mais elle reste mauvaise parce qu'on respecte des seuils qui ne sont de toute façon plus adaptés à l'urgence sanitaire. Je rebondis sur la Commission européenne et aussi sur le Parlement. Il y a des travaux qui sont en cours à l'heure actuelle, j'ai appris ça, et notamment on
on parle beaucoup dans les systèmes, là on va sortir un petit peu du véhicule, on va aller plutôt vers le bâtiment, on parle des systèmes, je dirais, énergétiques, qui doivent consommer moins, on le sait, dans les bâtiments, mais un travail est en cours pour intégrer également la qualité de l'air associée. Donc ça va toucher les éléments de chauffage ou de climatisation et les équipements également de ventilation. On veut dire oui, c'est clair qu'on veut diminuer les consommations des différents matériels, mais à un moment donné, Pascal Housset, qui était à votre fauteuil il n'y a pas longtemps, le disait, il y a un moment donné, pour continuer à bien agir, on a une consommation très faible, mais minimale, qu'on ne peut pas gommer, sinon on va retomber dans un travers qui va être gênant pour notre qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Donc voilà, il y a cette prise de conscience. Moi, j'étais assez content d'entendre parler, de dire on veut traiter le sujet de l'énergétique, mais on ne le traitera pas sans la qualité de l'air. Et ça prend un petit peu plus d'ampleur. On ne dit pas que c'est encore la panacée et que tout est parfait, mais on sent des signaux faibles qui commencent à s'aligner de plus en plus. Oui, totalement. Et je pourrais citer un exemple très concret, c'est sur la cuisson au gaz, et notamment la directive éco-design sur l'électroménager, qui donc participe aussi à ce sujet de l'efficacité énergétique, parce qu'aujourd'hui, je dirais la seule réglementation qu'on a grâce à cette directive, c'est le fait d'avoir l'étiquetage énergétique, donc les classes A, B, C, D, E qu'on voit quand on achète de l'électroménager. Et donc nous, ce qu'on essaye de pousser maintenant, et j'espère que ça va être en débat dans la révision de la directive, c'est aussi d'avoir un étiquetage lié aux émissions de polluants qui sont émis, parce qu'il y a aussi un impact sur la qualité de l'air intérieur. Et c'est pour ça qu'on a fait tout un travail aussi sur la cuisson au gaz, parce que la cuisson au gaz est une source de pollution de l'air intérieur qui est nocive, notamment pour les enfants. C'est fumée particulière, il y a les deux là, très fortement. Dioxyde d'azote et aussi particules, tout à fait, monoxyde de carbone, enfin il y a plusieurs polluants qui sont émis. Donc il faut maintenant que dans la réglementation qui est liée à l'efficacité énergétique, on intègre aussi des éléments de qualité de l'air, en l'occurrence intérieur, quand il s'agit des logements. Et je pense qu'on va vers ça, mais ça va prendre quand même plus de temps. J'avais une question, Tony, peut-être vous avez la réponse. Je me suis intéressé pas très longtemps à acheter une télé. Pas très télé, mais enfin, quelquefois, il faut les changer. Et j'étais très surpris que l'étiquette énergétique était associée à la taille et que des télés de grande taille, pour le même modèle, la même marque, avaient une étiquette énergétique meilleure, grande plutôt que petite. Et le vendeur, vrai ou pas vrai, m'a dit, en fait, il y a une histoire de proportionnalité. Et donc, ça favoriserait les grandes télés. Sur le fait d'avoir moins d'avoir une meilleure note si on a un très grand appareil qui a fortiori sur une grande... qui dépenserait moins d'énergie. Voilà. Donc proportionnellement peut-être, je sais pas. Donc c'est peut-être à creuser, mais je m'étais posé la question. Allez hop, une question à poser. Les auditeurs, hein, si vous voulez écrire quand le post va paraître et me répondre, je suis preneur. C'était quelque chose de très récent qui m'a un petit peu interpellé. J'ai pas eu le temps de creuser plus le sujet pour le moment, mais ça peut être aussi une indication que, voilà, ça m'a surpris. Je vais le dire comme ça. Alors honnêtement, sur le sujet de télévision, je ne sais pas, je connais pas. Si je peux essayer peut-être de me raccrocher à un sujet que je connais, c'est celui des voitures. Aujourd'hui, on a quand même, alors c'est un peu différent là, de notre sujet sur l'électroménager, mais enfin, je pense que c'est intéressant parce que là aussi, j'ai quand même vu pas mal de choses assez étonnantes. On a quand même aujourd'hui une tendance à avoir des voitures de plus en plus lourdes, de plus en plus grosses, à avoir des SUV. Et c'est aussi favorisé par les constructeurs automobiles parce qu'ils peuvent faire plus de marge dessus. Et je ne sais pas pourquoi je commence aussi à entendre un peu ces petites musiques de dire oui, mais le SUV, c'est mieux pour la sécurité. En plus, on les passe critères parce qu'ils sont plus récents en termes de motorisation. Mais c'est pas parce que le véhicule est plus gros qu'il va émettre moins. Au contraire. Et déjà la fabrication. Si on, déjà la fabrication, mais aussi l'utilisation, parce que sur tous les polluants hors échappement, on aura beaucoup plus de poussière de frein, on aura beaucoup plus de problèmes d'abrasion, voilà, les pneus. Et aujourd'hui, il faut complètement inverser la tendance par rapport à ça. Il faut vraiment qu'on arrive à envoyer un signal clair aux constructeurs automobiles pour revenir à des véhicules plus légers, qui de toute façon seront moins chers, moins encombrants sur l'espace public, moins émetteurs. Je confirme, parce que dans la plupart des parkings maintenant, pour se garer, ça devient la croix à la bannière, les voitures ayant pris plus de largeur. Moins émetteurs de pollution. Non, mais c'est quand même des sujets qui sont importants. Et ça aussi, je pense que c'est un sujet sur lequel il va falloir beaucoup plus travailler maintenant. Le poids, la taille des véhicules. Vous savez quoi, Tony ? On va se le noter, puis on va le suivre. Oui. Hein ? On se reverra dans quelques temps, puis on regardera un petit peu, et puis pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'avoir un ou deux constructeurs qui viennent nous expliquer
la manière de voir. On n'est pas là pour les clouer au pilori, mais d'avoir des explications. Peut-être il y a des choses sensées, des choses qui sont commerciales. On est dans un système commercial global quand même, donc faut pas le nier complètement. Mais il y a quelquefois des réflexions qui demandent un peu de bon sens. Oui. Voilà. En ce qui concerne également, on va terminer là sur les véhicules, un petit point positif. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un jeune de 17 ans qui a sa moto, et dans le choix de l'achat de la moto, il réclamait que la moto, peut-être vous y êtes pour quelque chose indirectement, et ça m'a fait plaisir, ce jeune qui dit non, moi je veux une moto qui n'est pas trafiquée du tout parce que elle va passer des contrôles techniques bientôt, et puis également elle fait moins de bruit, ça me va bien. Donc, et elle pollue moins. Donc, c'est plutôt sympathique d'entendre ça. C'est une bonne nouvelle, et j'espère que le combat pour le contrôle technique aura permis de sensibiliser des gens, y compris les plus jeunes. On va continuer comme ça avec eux. Alors, on va le féliciter. S'il nous écoute, il se reconnaîtra. En ce qui concerne les ZFE, alors ça, c'est gros morceau. Parce que là, on a, comment on peut dire, c'est pas une mer tranquille. Revenons, alors Tony, je vous redonne la parole. Redites-nous un petit peu les ZFE, le pourquoi, le comment et pourquoi derrière toute cette complexité. Pareil, là aussi c'est un sujet un peu complexe. Il y a beaucoup de confusion par rapport au calendrier. Les ZFE, zones à faible émission, le but c'est de mettre en place des restrictions de circulation sur les véhicules les plus polluants dans les métropoles de plus de 150 000 habitants. Pour une amélioration de la qualité de l'air. Pour une amélioration de la qualité de l'air, mais aussi pour favoriser la reconversion du parc automobile et d'aller vers l'électrification et des véhicules plus récents. Aujourd'hui, la loi dit qu'au 1er janvier 2025, toutes ces métropoles de plus de 150 000 habitants doivent mettre en place une ZFE. Mais mettre en place une ZFE, c'est... Après, on met ce qu'on veut dedans. On peut dire j'interdis que les non classés, j'interdis les vignettes critères 5 et 4, j'interdis que les poids lourds. Enfin, chaque collectivité a la liberté de faire ce qu'elle veut, y compris en termes de dérogation et même de calendrier. Sa seule obligation légale est d'en créer une. Sauf pour les territoires qui dépassent le plus les seuils européens de la qualité de l'air. Pour ces territoires-là, il y a des obligations de calendrier, c'est-à-dire que sur les 5 dernières années, si elles ont régulièrement dépassé les seuils, alors elles doivent avoir interdit les critères 5 en 2023, les critères 4 en 2024 et les critères 3 en 2025. Sachant que cette liste se met à jour tous les ans. En 2020, il y avait 11 territoires. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5. Ça a encore été confirmé par Christophe Béchu. Paris, Lyon, Marseille, Rouen, Strasbourg. Donc, ça veut dire que ces interdictions nationales ne concernent que ces 5 territoires-là et que les autres, honnêtement, font un peu ce qu'ils veulent. Ils ont même des dérogations possibles pour sortir du dispositif. Enfin, c'était quand même très flexible. Contrairement à tout ce qui était dit un peu dans les médias par plein de gens qui en parlent sans connaître le sujet. Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. Mais donc, il y avait toute une confusion, puis une instrumentalisation faite par certains partis, certaines associations, etc. Ce qui fait que Christophe Béchu a fait des annonces. Alors, déjà, il avait convié à un groupe de travail qui s'appelait le comité ZFE, et quand même, on était au moins une 50aine d'acteurs là-dedans. Moi, j'y ai participé. Il y avait plusieurs thèmes très intéressants qui étaient abordés. Un rapport qui a été rendu, qui, à mon sens, n'allait pas assez loin dans les préconisations, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Et alors là, on a eu le ministre Christophe Béchu qui a parlé du sujet et qui a annoncé qu'en gros, sur les 5 territoires concernés, ça continue. Et sur les autres métropoles, on les appelle maintenant les territoires de vigilance, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus d'obligation de mettre en place ces ZFE, ou en tout cas d'avoir un calendrier plus restrictif. Leur seule obligation, c'est d'interdire les non classés. Et comment il le justifie? Il dit la qualité de l'air s'améliore, il respecte les seuils, donc on est sur la bonne voie, tout va bien, plus besoin de faire des efforts. Voilà. Mais si on fait plus d'efforts, on va revenir à la situation d'avant. Exactement. Quand on arrête d'avancer, automatiquement on recule. Et c'est ce qui se passe. Et en fait, ce message, il est contre-productif. L'analyse, déjà, elle est fausse. Parce qu'on ne peut pas dire que la qualité de l'air s'améliore si on ne corrèle pas cette phrase au fait que la qualité de l'air reste mauvaise. Et ça, il ne le dit pas. C'est un petit jeu sémantique, un petit tour de passe-passe. Mais bon, c'est fait exprès. Faut pas se leurrer. Donc, il dit ça et d'une certaine façon, il dissuade les collectivités d'aller plus loin, de continuer à être ambitieuses ou de l'être tout court. Ce qui fait que maintenant, celles qui étaient concernées potentiellement par des obligations de calendrier et qui du coup
ne le sont plus, il leur a confirmé, bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont reculer. Et c'est ce qui se passe à Reims. Ils ne vont plus appliquer l'interdiction sur les critères 3. C'est ce qui se passe à Toulouse. Et je pense que ça va faire effet boule de neige, où ces collectivités maintenant se disent, bon, ben, le ministre a parlé, plus besoin de mettre en place de calendrier restrictif et audacieux, plus besoin de sortir de notre dépendance à la voiture thermique. Et on attend, de toute façon, la qualité de l'air s'améliore, on est dans les clous. Et c'était pas du tout le bon message. Ça ne correspond pas à l'urgence sanitaire de la qualité de l'air. Ça ne correspond pas même à l'état de la qualité de l'air en France. Ça peut même être un petit peu dangereux. Parce qu'à mais un c'est moment dangereux. Donné, enfin, dangereux sur le plan de la qualité de l'air, mais après, sur le plan d'arriver dans un moment peut-être encore plus dur, puisque on sait bien quand on a des choses qui progressent de manière, je dirais... moins rapide que ce qu'on espérait, parce qu'on veut toujours certains plus vite, d'autres moins vite. Mais quand on met un coup d'arrêt à tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, on va se faire rattraper par une grosse contrainte et on va dire maintenant, il n'y a plus le choix, il faut le faire. Et ça va être beaucoup plus dans la douleur que serait ça. Et ça ne s'appliquera pas. Et voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est donner une trajectoire et un cap. Mais aujourd'hui, on n'a ni cap ni trajectoire. Et en donnant ce message-là, finalement, il les dédouane de faire des efforts et il dit, mais peut-être que plus tard, dans quelques années, il faudra changer. Oui, mais bon, il sera sûrement plus au gouvernement. On sera peut-être même plus avec le même gouvernement ou je ne sais quel président en majorité. Et ça va être d'autant plus compliqué de demander des efforts plus importants si on les a pas préparés en amont. Donc moi, je suis vraiment déjà... C'est un signal à tout le monde de dire s'il y a des efforts à faire, que personne n'en fasse, ça va bien. Voilà. C'est un peu léger. Mais c'était le mauvais signal. Oui, et ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu appliquer ce que nous, on a proposé dans le livre blanc sur la ZFE, qu'on a sorti le 4 juillet, qu'on a fait donc Respire avec Clean Cities, la fabrique des mobilités. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est une stratégie globale. Et on l'a soumise au gouvernement, on leur a dit, si vous appliquez cette stratégie en sa totalité, alors on peut à la fois sécuriser l'application des ZFE à court terme, tout en garantissant des aides, notamment pour les publics les plus précaires, parce que c'est quand même vers eux qu'il va falloir favoriser la reconversion quand ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. En même temps, envoyer un signal clair aux constructeurs automobiles pour inverser la tendance, notamment sur les SUV, et aller vers des véhicules électriques plus légers et des véhicules intermédiaires, et planifier dès maintenant, de manière systémique, les alternatives. Et on a notamment proposé une loi de programmation sur les investissements pour les transports publics. On a fait énormément de propositions. Tout a été envoyé. Je ne pense même pas qu'ils les aient lus. Alors bon, je les ai envoyés récemment, mais là, j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir un remaniement. Donc on va peut-être attendre de voir s'il est confirmé. Ça va avoir lieu aujourd'hui. Donc on attend de voir s'il reste ou pas, sinon je renverrai au prochain ou à la prochaine. Mais on va pas lâcher l'affaire. Et vous voyez, j'ai même un exemple très intéressant à donner, c'est que on a envoyé ce livre blanc à plusieurs députés, acteurs publics, les métropoles, etc. Et il y a un député de la majorité qui, par son assistante parlementaire, me répond et dit « Monsieur Béchu a réglé le problème, il n'y a plus de sujet ZFE ». Voilà. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant leur demander de faire des efforts? Mais c'est malheureux pour la qualité de l'air, c'est malheureux pour les personnes qui en souffrent, qui sont malades, qui attendent aussi qu'il y ait du changement, des efforts. Et puis la France n'est de toute façon pas dans les clous, elle est condamnée quand même, 2 fois par la Cour de justice de l'Union européenne, 2 fois par le Conseil d'État. Donc on a donné le mauvais signal, mais on va continuer de toute façon à dénoncer cette façon de faire, y compris auprès de la Commission européenne, avec laquelle je suis aussi en contact sur ces sujets-là, que je vais rencontrer aussi au mois de septembre et au mois d'octobre, pour leur dire comment le gouvernement agit mal sur ce sujet. Ou pourrait donner les pistes pour qu'ils agissent mieux. Parce que oui, après nous, on a nos pistes. Mais bon, eux, ils sont là aujourd'hui, j'ai l'impression, plus pour les sanctionner. Mais ça reste aussi des choix souverains d'un État. Bien. Alors, pour terminer l'émission, parce que là, on pourrait aller très loin dans le détail et revenir. On suivra ça de près, puisque vous dites que c'est à la rentrée. On va se retrouver, mon cher Tony. Il y a les Journées nationales de la qualité de l'air aussi qui approchent. Donc, gagez que vous serez autour de ce plateau, puisqu'on le fait une émission à chaque fois. Comment on trouve ce livre blanc, parce que tout le monde peut aller le consulter? Oui, il est sur notre site internet. On le retrouve aussi sur le site internet de la Fabrique des mobilités, mais vous le trouverez sur notre site internet respire-du6asso.org. Et donc, il y a notamment une synthèse. Asso.org. Oui, il y a notamment une synthèse avec les 10 mesures phares. Peut-être d'ailleurs, pour juste les rappeler rapidement, je ne vais pas toutes les énumérer, mais on propose vraiment une révision des vignettes critères en intégrant le poids du véhicule, avec un système aussi de bonus-malus pour laisser un peu plus de temps pour les véhicules légers et des restrictions un peu plus, je dirais, proches pour notamment les SUV, les véhicules lourds. On propose aussi un calendrier unifié à l'échelle des 28 métropoles
les 43 métropoles concernées, oui. mais qui est bien proportionné aussi dans le temps. On explique, on le justifie, on a quand même fait aussi des hypothèses, des calculs pour y arriver. Et puis après, bien sûr, on parle beaucoup de la stratégie industrielle que la France devrait adopter, à la fois sur le véhicule électrique plus léger, sur le véhicule intermédiaire, et puis bien sûr sur les alternatives et notamment les transports en commun. C'est vrai, quand on pense qu'on va déplacer un véhicule qui fait 2 tonnes, voire plus, pour une personne assise au volant qui fait 75 kilos, ça paraît étonnant. Mais c'est étonnant. Alors et surtout, on est capable, dans certains cas, d'utiliser, peut-être pas partout, mais d'utiliser un vélo qui fait entre 8 et 9 kilos pour emmener la même personne. Tout à fait. C'est bon pour la santé de faire du vélo. Ou des véhicules plus légers, en tout cas pour ceux qui n'auraient pas d'autre choix. Ouais. On est d'accord. On va suivre tout cela de près. Merci beaucoup de cet éclairage encore, Merci. Tony. Je dirais les sujets, les combats sont encore nombreux. Vous ne serez pas au chômage demain. Non, moi j'espère pas. Ni avec toutes ces actions qui sont à mener. On va suivre ça de près avec Élémentaire. Vous le savez, hein, c'est toujours plus que respectable d'agir. Et je le dis aussi toujours, nos auditrices, nos auditeurs, notre qualité de l'air, c'est important, notre santé, la vie de nos proches et le bien-être et le bien-faire pour tout le monde. C'est un devoir et un honneur de participer à bien faire. Hein, c'est pas une contrainte. La contrainte, c'est juste la réflexion à un moment donné qu'on doit passer au-delà et faire mieux. Et quand on a fait mieux, ceux qui le savent, qui font des travaux, je dirais, un peu d'excellence ou d'aller loin, les compagnons du devoir, on peut imaginer avec eux, ils ont fait quelque chose qui est long, qui est dur, qui est fastidieux, mais quand le résultat il est là au bout, c'est tellement valorisant et c'est tellement lumineux quand on est arrivé au bout. Voilà un petit peu le sujet. Et Respire, pour moi, il travaille de cette manière et avec tout ce que vous venez de nous dire, vous travaillez dans le fond et de manière extrêmement importante. Bravo encore à toutes les équipes. Merci. Tony, vous êtes ici chez vous, vous le savez. Au plaisir de se revoir. Passez un bel été. Et puis, le petit mot de la fin pour vous, pour saluer tout le monde. Bel été, bonnes vacances et surtout, faut pas lâcher sur ce combat pour la qualité de l'air. Donc, on redémarre à la rentrée. C'est élémentaire. Merci beaucoup, Tony. À bientôt. Mesdames et messieurs, bel été à vous et prenez soin de vous. Faites attention aux fortes chaleurs. À bientôt. Au revoir. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.